C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet atelier qui est organisé et lancé par BPI France sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, l'entrepreneuriat féminin, vaste sujet. Et d'abord, on va reprendre la définition d'un entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Un créateur de valeur et de développement économique. Une entrepreneur, une créatrice de valeur et de développement économique. Alors, pour parler de ce sujet de l'entrepreneuriat féminin, je vais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Frédérique Sintra, je suis fondatrice d'une application de networking qui s'appelle Axiel.com. Je suis également auteure d'un livre qui s'appelle Comment l'ambition vient aux filles et animatrice pour BPI France des Midi Entrepreneurs. Mais pour aborder ce sujet, je vais faire appel avec moi à des activistes de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs pour la plupart d'entre eux, qui vont nous parler de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat féminin. Alors j'appelle avec moi, Jérôme Mazurel, qui est le CEO de 50 Partners, Dorothée Ferreira, qui est la DG d'Indépendance Royale, Myriam Maestroni, présidente d'Économie d'énergie, et Philippe Canteur, qui est le directeur RSE et développement durable de BPI France. Vous pouvez prendre place là. Et vous avez le droit d'enlever vos masques dès que vous êtes sur scène. Plus confortable pour vous. Bon, vous le gardez, désolé, mais là, nous, on va s'en passer pour le confort. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, on va quand même rappeler quelques chiffres, parce que les femmes sont entrepreneurs également. On va, par exemple, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais 40% des entrepreneurs solos sont des femmes. Par contre, ça devient un petit peu plus compliqué quand les entreprises prennent une taille plus importante. Donc, en moyenne, en général, et là, ce sont des chiffres d'Infogreffe qu'on a récupérés de 2019, on a 27% de femmes dirigeantes d'entreprises en général. Et dans ces cas-là, plutôt des entreprises avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur. Bon, important quand même, 8,1 millions d'euros contre 17,7 pour les entreprises dirigées par des hommes. Et en général, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, plus l'entreprise est importante, que ce soit par son chiffre d'affaires ou par son effectif, moins la féminisation est importante. Alors, autre chiffre, et ça va être le dernier pour ma part, si on s'intéresse aux entreprises dans lesquelles il y a des participations de fonds de capital investissement en France, donc plutôt des entreprises en croissance, là, elles ne sont plus que 7% à occuper des postes de DG et de PDG. Alors, nos amis qui sont là, nos entrepreneurs et nos défenseurs et défenseuses de l'entrepreneuriat vont nous partager leur expérience. Alors là, j'ai envie de m'adresser à toi, Myriam, d'abord pour lancer. Alors toi, tu as été d'abord dirigeante d'une entreprise avant d'être chef d'entreprise, puisque tu dirigeais Primagaz, et tu as décidé de créer ta propre structure, Économie d'énergie, en 2011. Et là, quand on a préparé, tu m'as annoncé que tu venais de céder 80% du capital de cette entreprise à La Poste, et une entreprise florissante, puisqu'elle dégageait un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros avec 350 collaborateurs. Donc une vraie success story. Et d'ailleurs, quand tu avais participé à Midi Entrepreneur, tu m'avais aussi dit, finalement, moi, ce qui m'a décidé, c'est que je trouvais qu'il y avait un plafond de verre dans l'entreprise, et c'est comme ça que j'ai démarré. Tu peux nous en parler ? Oui, alors bonjour à toutes. Je suis vraiment contente de voir plein de jeunes femmes ou de femmes de tous âges, puisque vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et effectivement, je crois que j'ai coché la case dirigeante, la case start-upper, la case entrepreneur, et donc qui effectivement vient de réaliser cette session. Et en fait, j'espère que je garde toujours le même enthousiasme, parce que je crois que c'est d'abord une histoire de vie. Et je crois qu'on a tant à faire dans le monde actuel que je viens de tweeter avec Philippe, il faut tous les talents en action. Et en fait, moi, ce n'est pas la seule raison, mais c'est vrai que j'avais touché le plafond de verre. Je n'ai même pas écouté quand tu as dit les chiffres de femmes dirigeantes d'entreprises en général dans le monde et en France. Mais effectivement, je travaille pour une société hollandaise et à un moment, patron de la France, déjà 1200 personnes, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'étais la seule femme parce que le secteur du pétrole et du gaz, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et donc, parmi les motivations, mais ce n'était pas la seule, parce que vous savez, quand on crée, ce n'est pas juste ce qu'on quitte, c'est aussi ce en quoi on croit. Et je crois que j'avais
beaucoup de convictions, notamment en matière d'environnement, en matière qui m'a permis de me transformer. Alors je disais toujours, ouais, le leadership, il faut se transformer, mais bon, une chose c'est de le dire, autre chose c'est de le faire, hein, parce que le lendemain, après avoir quitté un poste de dirigeant, où finalement vous avez des responsabilités, mais vous recevez quand même votre fiche de paye, ça va, quoi, on est bien entouré. Se retrouver avec des loyers à payer, une équipe de 8 personnes au départ à payer, puis plein de gens qui vous appellent en disant, mais ma pauvre, mais tu t'es complètement taré, qu'est-ce qui t'arrive, tu te rends pas compte? Eh bien, je préfère que ce soit dans le passé, mais c'est telle expérience personnelle, humaine, professionnelle que de l'avoir fait, que j'espère que ça donnera envie à beaucoup d'autres. Et voilà, je crois qu'il faut prendre le monde tel qu'il est et puis se dire qu'il y a vraiment beaucoup à faire et aujourd'hui, certainement plus que jamais. Eh bien, Dorothée, toi, alors toi, tu n'as pas, comme Myriam, créé une entreprise, parce qu'en fait, tu diriges une entreprise, d'ailleurs que je connais bien, Indépendance Royale, qui agit dans l'univers de la silver economy, dans l'aménagement de l'habitat aux seniors. Alors toi, tu as commencé dans cette entreprise en tant que commercial, et puis tu as gravi tous les échelons pour prendre, alors que tu n'avais que 36 ans, la direction générale, et maintenant, pour être impliqué au capital avec une entreprise qui a plus de 35 millions d'euros. Donc, alors, qu'est-ce qui fait que tu es devenue chef d'entreprise ? Alors, effectivement, donc, moi j'ai intégré l'entreprise il y a un peu plus de 13 ans. Après des études en commerce international, j'ai naturellement commencé comme commerciale sédentaire dans la société. Et comme je suis assez curieuse, j'avais toujours tendance à regarder ce qui se passait à droite, à gauche et à prendre des responsabilités qui n'étaient pas forcément les miennes au départ. Et puis, j'ai créé, développé, amélioré plusieurs services de l'entreprise. Donc, j'ai créé un service commercial, un service partenariat avec des pharmacies et des magasins d'intérim médical. J'ai aussi été très impliquée dans l'organisation du service technique. Alors, c'est pas commun parce qu'il faut travailler avec des hommes, il faut comprendre le fonctionnement de la société. Et c'est comme ça, en fait, que assez naturellement, j'ai pris des responsabilités. Donc, j'ai été commercial sédentaire, responsable commercial, directeur commercial. J'ai quand même managé plus de 80 agents commerciaux indépendants sur le terrain, que des hommes. Et ensuite, j'en ai pris la direction générale en 2016 et je suis effectivement entrée au capital de la société. Donc, je suis de nature assez curieuse et je pense que quand on est impliqué et qu'on s'intéresse au fonctionnement d'une entreprise d'un point de vue global et qu'on prend de la hauteur de vue, assez naturellement, les responsabilités arrivent et j'y ai pas vraiment réfléchi. On me l'a proposé et j'ai dit oui, parce que je suis une femme de challenge et d'engagement. Voilà. Voilà, la légitimité, la confiance, la prise de risque. Alors, toi, Jérôme, tu es également chef d'entreprise, entrepreneur, puisque tu accompagnes avec 50 partners des structures à se développer. Et puis, tu es entouré d'un écosystème d'entrepreneurs aguerris. Mais je vais quand même revenir un tout petit peu sur la manière dont on s'est connus, parce qu'en fait, tu avais rencontré une directrice innovation d'un grand groupe qui est par ailleurs une amie, et elle avait dit, voilà, peut-être qu'il n'y a peut-être pas encore assez de femmes dans cet écosystème, alors que tu m'as bien rappelé que tu étais très vigilant pour accompagner des entreprises et des entrepreneurs en devenir plutôt avec une dominante féminine, au moins des femmes dans l'écosystème. Mais par contre, effectivement, parmi les partenaires qui t'entourent, il y en a finalement assez peu. Alors c'est une question générationnelle ? Oui, certainement un petit peu. Alors, pour bien comprendre, donc 50 Partners, c'est un accélérateur, donc on accompagne des jeunes sociétés plutôt dans les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on rassemble 50 partners, comme son nom l'indique, qui sont des entrepreneurs qui ont bien réussi dans le monde plutôt du digital. Par exemple donc les fondateurs, pour les connus, on va dire les fondateurs des Blablacar, Le Bon Coin, Price Minister, Showroom Privé, Dataiku, etc. On estime que des entrepreneurs qui ont réussi, c'est le meilleur moyen d'aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et donc on a une population, on va dire, d'entrepreneurs première génération, si je puis dire, et puis une population de jeunes entrepreneurs qu'on sélectionne, qu'on va effectivement accompagner, à raison d'une petite dizaine de sociétés chaque année. Et alors c'est vrai qu'on nous fait souvent la remarque, si vous allez sur le site de 50 Partners, les partners, c'est quand même beaucoup d'hommes, majoritairement des hommes. Et donc c'est des entrepreneurs de la génération, je dirais, 2000-2010 à peu près. Et c'est vrai qu'on a, la proportion, c'est peut-être 5% de femmes entrepreneurs. Alors c'est vrai que j'essaie de changer un petit peu les choses, mais j'ai beaucoup de mal. On contacte toutes les entrepreneuses qu'on estime susceptibles de rejoindre le groupe, et puis on essaie de changer un petit peu la donne, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal.
La bonne nouvelle, et c'est un petit peu ce que tu évoques quand tu parles de génération, c'est que ça évolue beaucoup. D'abord parce que dans les projets d'abord dans les projets qui sont financés, c'est un petit peu mieux que ces fameux 5% que j'évoque parmi les partenaires de Fidelity Partners, puisqu'on estime qu'il y a à peu près entre 10 et 12% de sociétés qui sont financées par des fonds d'investissement qui sont fondées par des femmes ou des équipes mixtes. Donc c'est pas encore terrible, mais ça progresse un petit peu. Donc ça, les sociétés qui sont financées par des fonds sont des sociétés qui sont un petit peu avancées, qui ont entre 2 et 7 ans et qui se développent. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais encore meilleure nouvelle, c'est que parmi les projets qu'on accompagne, qui sont plutôt des projets un petit peu plus récents, et ben la proportion, elle commence à évoluer sérieusement. Donc on a peut-être dans l'écosystème, je dirais peut-être entre 15, 20, selon les sujets, peut-être même jusqu'à 25% d'équipes qui contiennent des femmes fondatrices. Et chez Fidelity Partners, et on a dû le poster il n'y a pas très longtemps, on est très fiers d'avoir atteint depuis 2 ans 50% de sociétés fondées par des femmes ou des équipes mixtes. Donc ce n'est pas encore 100% femmes, donc il y a encore beaucoup de chemin, mais ça montre que dans les nouvelles générations, et d'ailleurs je me faisais la remarque parce qu'on avait un comité, on étudie tous les projets dans le deal flow tous les lundis, et je faisais la remarque dans les projets qu'on regardait, il y avait même plus de 50% de projets fondés par des femmes. Donc c'est pas vrai dans tous les sujets, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais étant généraliste, on voit quand même un panel assez représentatif des projets qui se montent, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les projets fondés par des femmes, il y en a à peu près autant que des projets fondés par des hommes. Alors après, la question peut se poser de la suite. Est-ce qu'elles sont suffisamment financées? Est-ce que les investisseurs font suffisamment confiance aux femmes entrepreneurs, etc. C'est un sujet dont j'imagine on va parler un petit peu. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que dans les projets qui se lancent, dans les entrepreneurs, il y a, je pense aujourd'hui, quasiment autant de femmes que d'hommes. Eh bien, c'est très encourageant. Alors Philippe, toi, justement, chez BPI France, tu es au cœur du sujet, puisque je sais qu'avec toute l'équipe RSE Développement Durable, vous mettez une énergie folle à encourager, à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce nécessaire de faire tout ça? Comment ça se manifeste concrètement? Puis voilà, en sachant que quand on parle d'entrepreneuriat, toi, c'est plutôt les entreprises en croissance, bien sûr, qui t'importent pour cette notion de création de valeur, d'emploi. Oui, alors avant de répondre à ta question, bonjour à tous et à toutes, je me faisais la réflexion, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet de l'entrepreneuriat féminin, on a des salles de femmes, en fait. Et là où on aura gagné, c'est le jour où il y aura un peu plus d'hommes dans la salle. Messieurs, je vous salue, merci d'avoir le courage d'être là, hein, je vous ai regardé attentivement. Mais c'est un constat. Et le jour où on aura gagné la partie, ça sera effectivement quand ce sera mixte. Voilà. Alors, oui, nous, on a eu, dès le départ, on a eu de bonnes fées qui se sont positionnées sur le berceau de BPI France, parce qu'il y a 2 choses. Il y a le cadre institutionnel, BPI France a été créé en 2013, et donc avec des lois, des textes. Et dès le départ, une attention a été portée sur le fait, dans ce qu'on appelle trivialement notre gouvernance, donc les différents comités, etc., d'avoir un équilibre entre les hommes et les femmes. À tel point, c'est que les représentants salariés de BPI France, c'est un homme et une femme, ce qui est une première quand même au niveau des textes, effectivement, dans les entreprises. Donc dès le départ, le cadre, très important, qui fixe les choses, parce qu'il faut aussi des cadres. Et puis, on a eu cette chance, c'est qu'on a un peu une tour de contrôle, comme tu le disais, sur les écosystèmes d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, et on a publié des études qui sont extrêmement intéressantes, sur lesquelles, d'ailleurs, je pourrais vous partager avec vous certaines tendances. Alors, dis-nous. Là, alors, 10 ans d'entreprise de création innovante par les femmes, ce qui est quand même assez sympa, hein, ce qui permet quand même d'avoir le recul, même si c'est un peu daté, les stats sont encore tout à fait bonnes. On a publié un document aussi sur la solitude des dirigeants et des dirigeantes. Il y a des différences, d'ailleurs je vous invite à regarder sur le site de BPI France, où vous vous apercevrez qu'il y a des différences. Alors il y a aussi des dénominateurs communs, mais aussi des différences, c'est très intéressant. Et puis des études RSE. Alors simplement peut-être en quelques minutes, c'est que quand on voit l'entrepreneuriat féminin, bon, même si c'est un peu daté, les stats sont encore bonnes. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un dénominateur commun et des facteurs de différenciation. Sur le dénominateur commun, même goût d'entreprendre. Clair. Les femmes et les hommes, même combat, ont la même envie d'être des entrepreneurs. Voilà. C'est un petit peu ce que tu disais dans ton introduction. Plutôt pour les femmes, un environnement qui vient d'un environnement familial, plutôt amical, qui pousse effectivement, et aussi pour les hommes d'ailleurs, à aller de l'avant pour créer une entreprise.
Même succès au bout de 5 ans. C'est-à-dire que le cap au bout de 5 ans de réussite des entreprises est franchi de la même manière avec le même brio, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes entrepreneurs. Donc il n'y a pas de je ne sais pas si ça marche. Non. Oui, ça marche. Bon. Okay. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Sur les formations, ce que l'on remarque, c'est que, d'ailleurs, ça explique peut-être ce que vous disiez, à savoir qu'il y a un tronc commun, c'est-à-dire à formation, le début des formations qui sont faites entre les hommes et les femmes, même chose. En revanche, il y a des facteurs de différenciation, ensuite, ce qui explique peut-être que dans le numérique, il y a très peu de femmes. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a, nous, dans l'investissement, Confère, ce qui a été signé, la charte Sista, vous savez, sur le numérique, avec des engagements chiffrés, etc. Et puis, dans les facteurs de différenciation, on y reviendra, parce que je sais qu'il faut aller vite, et Catherine m'a dit qu'il ne fallait pas être bavard. Donc, dans les facteurs de différenciation, 2 choses majeures. La peur de l'échec, beaucoup plus important chez les femmes. C'est comme ça. On n'y peut rien, on ne fait pas de la psychologie bon marché, c'est comme ça. Et le doute sur les compétences clés. Le doute sur les compétences clés, ça veut dire que là, effectivement, et d'ailleurs, ce qui peut se traduire devant un banquier par peut-être un manque d'ambition, hein, ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est-à-dire c'est beaucoup plus pragmatique. Et au bout de 3 à 5 ans, je regarde bien sûr Myriam, et tout ça, c'est des faux sujets. Mais n'empêche que ça pèse dans l'équation. Boucler un plan de financement, même combat, c'est difficile pour un homme et une femme. Voilà, tout le monde est rassuré, c'est un parcours du combattant, c'est pas facile. Sachant que les femmes vont utiliser davantage de l'autofinancement, de l'argent familial, et les hommes vont aller peut-être, les entrepreneurs masculins vont aller tout de suite vers des levées de fonds, vers de la dette, etc., dans des montants plus importants. Et d'ailleurs, il y a un rapport de 1,7 à 1,8 entre les plans de financement entre un homme et une femme. Voilà. Oui, tu me disais quand on préparait justement que les femmes avaient tendance à demander moins. Ben oui, ont tendance à demander moins parce qu'elles se disent dans le temps, nous en tout cas c'est ce que l'on constate, hein, donc ça sera plus pragmatique et puis bon, on va le faire progressivement mais de manière plus sûre, quoi, de manière plus posée, plus pragmatique, alors que les hommes c'est on va casser la baraque tout de suite je vise le sommet, hein, et puis on y va, donc ça peut impressionner certains, mais à la fin des fins, pas tant que ça. Et puis il y a un sujet qui est contre-intuitif, je le partage avec vous, c'est qu'en fait, les femmes dirigeantes sont moins à l'aise sur les sujets de gestion courante dans les entreprises. Alors vous allez me dire, c'est très curieux, parce qu'une femme nativement, on pourrait penser que très attentive, etc. Mais ça tient à quelque chose de mécanique. Ça veut dire que précédemment, dans ces postes, les femmes ont eu 2 fois moins de chances d'avoir des postes de direction que les hommes. Donc, ça veut dire qu'elles sont entre guillemets, donc c'est uniquement sur cette raison-là, ça explique peut-être le manque d'habilité, peut-être, ou de prise de conscience, mais c'est très vite compensé. Mais ça, c'est tout à fait factuel. Et bien d'ailleurs, de nouveau, tu me fais une bonne transition, parce que je voudrais de nouveau donner la parole à Dorothée et Myriam, parce qu'au-delà des entreprises que vous dirigez, vous avez des implications dans des organisations professionnelles. Alors Dorothée, toi, tu es depuis 2019, fin 2019 pour être très précise, présidente du MEDEF Limousin, puisque l'entreprise est à Limoges. Tu fais partie du COMEX 40 et tu es même membre du conseil exécutif du MEDEF. Alors, en tant qu'entrepreneur impliqué, est-ce que tu donnes l'impulsion aux femmes, une représentation paritaire, une valeur d'exemple? Est-ce que tu peux le dire? Alors, déjà, j'aimerais préciser la position du MEDEF, parce que bon, je prenne ma casquette MEDEF aussi, par rapport aux femmes et la place des femmes dans l'entreprise. Parce que c'est très important, ça fait partie des engagements qui ont été pris par Geoffroy Roux de Bézieux à la REF, c'est l'ex-université d'été, pour ceux qui connaissent, c'est de sensibiliser et d'accompagner les entreprises à mettre en place dans les 3 prochaines années des objectifs de mixité au sein des instances de direction. C'est exactement ce qu'il disait. C'est très important. Et moi, j'ai besoin que mes positions personnelles soient en cohérence avec justement la volonté du MEDEF. À partir de là... pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce qui est important, c'est... tu voulais une représentation paritaire ? Oui, pardon, l'exemplarité. Je voulais revenir sur l'exemplarité. Tu as tout à fait raison. L'exemplarité, c'est que les femmes dirigeantes ou chefs d'entreprise qui créent des entreprises ou qui ont un poste important dans une société se mettent en lumière et osent être plus présentes sur les réseaux pour inspirer d'autres femmes qui auraient envie de se lancer ou de prendre des postes à responsabilité.
Et moi, mon rôle en tant que présidente de MEDEF ou même au conseil exécutif du MEDEF national, c'est d'être exemplaire, de promouvoir cette exemplarité. Et c'est pour ça que j'ai nommé 2 vice-présidents, donc un homme et une femme, et que mon bureau est justement à parité. Et l'idée, c'est justement d'aider les chefs d'entreprise ou des personnes qui souhaitent justement se lancer à avoir les bons contacts, avoir le bon réseau pour pouvoir se lancer. Et c'est parfois plus facile de parler à une femme de ce type de projet qu'un homme. Donc du coup, en fonction des affinités, dans mes instances MEDEF, les femmes ont la possibilité de choisir. Voilà. Et tu me parlais quand on préparait de l'importance du réseau, et d'ailleurs, c'est un sujet que va aborder Myriam, puisque toi, c'est pareil, toi, tu es présidente du think tank, je suis obligée de lire, parce que sinon je vais louper, de 5T, vice-présidente de l'Envie, cofondatrice du mouvement pour la nouvelle économie. Alors, déjà, comme Dorothée, pour toi, c'est une valeur pour montrer l'exemple, la valeur d'exemplarité, et puis tu me confiais aussi de tisser des liens réseau, à la fois pour progresser, pour développer le business. Alors comment tu vois les choses, toi ? Oui, je pense que l'engagement dans une société ou au travers d'engagements non rémunérés à la fin, puisque c'est tout à fait bénévole, est extrêmement important. D'ailleurs, moi, au départ, quand j'ai créé Économie d'énergie, où on était 10, j'avais une angoisse énorme de m'ennuyer. Je me disais, oh là là, mais je vais m'ennuyer, faire quoi ? Donc, et surtout, je me rendais compte que je changeais complètement. Enfin, je passais de l'autre côté du miroir, puisque voilà, je suis une expertise dans le pétrole et le gaz, et je passais à l'efficacité énergétique, donc aux économies d'énergie. Donc je me disais, il faut vraiment continuer à apprendre, il faut savoir qui va faire quoi dans un environnement très changeant, et on voit que ça continue à être le cas. Et donc pour moi, le fait de créer la fondation donc E5T au moment où j'ai créé Économie d'énergie, c'était rassembler mes amis professionnels et puis avoir l'opportunité de pouvoir faire un bilan avec eux 1 fois par an en disant bon, on va échanger nos lectures, ce que nous faisons, voir ce que font les petites entreprises et les grandes. Et donc c'était une espèce de convention inter-entreprise où on se retrouvait. Bon, le fait est que c'est devenu assez grand, puisqu'aujourd'hui, on a 5 universités par an dans différents pays. On accueillait 1000 personnes l'an dernier à La Rochelle. Donc, on s'est aperçu en même temps que cette croissance accompagnait la croissance du secteur et donc toutes les opportunités qu'il peut y avoir aujourd'hui dans l'environnement, dans l'efficacité énergétique, dans l'énergie et donc dans la transition énergétique et écologique en général. Et donc, il y a ce réseau, il y a évidemment l'innovation. Donc on croit que l'innovation, c'est l'idée géniale, mais en réalité, l'innovation, c'est les rencontres. Quelqu'un arrive avec son idée, on va discuter, tiens, ça va me rappeler, ça va faire écho à moi, et puis à partir de là, on va créer quelque chose de nouveau, et ça, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'on parle souvent du réseau comme une espèce d'actif avec un carnet d'adresses rempli, mais c'est aussi le plaisir de rencontrer des gens, de savoir ce qu'ils font, d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations. Et en faisant ce chemin, finalement, on découvre de vraies choses. Et puis, je crois qu'il y a cette envie d'apprendre à un moment sur certains secteurs. On apprend qu'au contact de nos pairs, puisque là, je viens de lancer un executive MBA sur la transition énergétique, il n'y en avait pas. Donc, on apprend par les autres, quoi. Et toi, tu fais quoi? Et comment ça marche? Et donc, voilà, apprendre, rencontrer d'autres personnes, innover, fait partie finalement de cet engagement. Et je crois que c'est quelque chose qui récompense, qui nous récompense, qui est win-win, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de gagnant pour soi, pour l'autre, pour la société, parce que je crois beaucoup aux entreprises contributrices, et je crois que quand on arrive à ce triple win où on fait la différence, où on arrive à cet alignement entre qui nous sommes et ce qu'on peut faire pour la société et aujourd'hui pour l'univers, eh bien on est plus heureux. Et je trouve que c'est quand même extrêmement important d'avoir un métier qui nous rend plus heureux, et je crois qu'on le fait au travers aussi de cet engagement au-delà de l'entreprise. Voilà, alors ce que tu viens de nous dire, et ce que tu viens de nous dire également, Dorothée, c'est du réseau. C'est que vous avez, en tant qu'entrepreneur femme, mais un entrepreneur homme aurait pu dire la même chose, c'est-à-dire c'est rencontrer, c'est partager, c'est agir aussi au-delà de votre entreprise pour
pour progresser, pour faire progresser les autres, et surtout ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Oui, et puis juste pour finir, une anecdote du temps où j'étais dans le pétrole, il y a prescription, je peux raconter, on m'invite un jour dans un réseau, c'était avec des fumeurs de cigares et qui écoutaient la musique classique. C'est sympa comme ça, mais bon, si vous voulez, moi, dans la famille, les fumeurs de cigares, c'était pas trop mon truc. Donc, il faut couper aussi ces réseaux. Parfois, ils existent vraiment. On m'a vraiment... ou parfois, les gens vont nous embarquer, parce que je crois que c'est plus ça, quoi. C'est pas le réseau et la 7 réseaux, c'est voilà, c'est autre chose. On peut généraliser. Alors... Sur le sujet, tu parles de réseau, est-ce que c'est parce que les réseaux sont traditionnellement plus genrés, plus masculins? C'est pas tant le sujet, mais peut-être que vous avez chacun un avis sur la question. Alors c'est quoi le problème? Parce qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs dans des entreprises en développement, hein, puisqu'on a vu que le problème il est plutôt là. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs visibles, parce qu'on leur met les bâtons dans les roues, parce qu'elles ne se projettent pas, parce que ce sont des stéréotypes, des préjugés, réalités. Enfin, voilà, j'aimerais que... Allez, en une phrase, on va dire 1 minute chacun, vous répondiez à ces questions. Jérôme, pourquoi? Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant, qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui sont un peu la gouvernance et les équipes qu'on peut retrouver dans des équipes. Moi, je pense aux équipes d'investissement, par exemple. Parce que la raison pour laquelle il y a peut-être moins de sociétés financées fondées par des femmes, c'est peut-être aussi que dans les équipes de gestion et les équipes d'investisseurs, on retrouve beaucoup des hommes. Si vous prenez tous les fonds d'investissement de la place, tous les managing partners sont des hommes, 90-95%, je pense. Voilà, et notamment la charte Sista qui a été évoquée tout à l'heure va dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous les fonds vont signer une charte qui pousse à ce qu'il y ait plus de femmes parmi les investisseurs. Et je fais un peu le lien d'ailleurs avec ce que je disais tout à l'heure, chez 50 Partners, il y a 50% de projets qui sont fondés par des femmes, et en fait, il y a plus de 50% de femmes dans mes équipes. Donc, et je pense qu'il y a un lien. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a une sensibilité et que je pense que c'est important qu'il y ait des femmes dans les équipes d'investissement, qu'il y ait des femmes dans les équipes, dans la gouvernance, qu'il y ait des femmes en politique et dans tous les réseaux, parce que c'est un peu de ça qu'on parle, pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Tu es déjà dans les solutions, ça veut dire que le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je pense que ça évolue et que les réseaux qu'on évoquait peut-être dans des industries plus traditionnelles sont très marqués par... le facteur, on va dire, masculin. C'est beaucoup moins vrai dans le digital, dans la tech, et il y a de plus en plus de femmes qui constituent, qui participent à ce réseau. Et je pense qu'il y a un sujet aussi qui est important, et nous on le voit, qui sont un peu les rôles modèles. C'est-à-dire qu'il faut donner envie aussi aux femmes d'entreprendre. Et quand on se met en 2000 ou en 2005, des femmes qui ont fait les succès de la tech, de la première vague, un peu Internet, etc., il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus d'hommes. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs qui ont réussi, qui sont beaucoup plus visibles, qui sont beaucoup plus sur scène. Et je pense qu'ils donnent plus envie aux femmes d'entreprendre. Et je pense que c'est le rôle modèle. Je pense qu'il y a une responsabilité qu'on a à mettre plus en avant les succès des femmes qui roulent souvent un petit peu moins des mécaniques que les hommes. Les hommes qui en rajoutent 3 caisses pour dire qu'ils ont réussi et qui sont partout à la télé, etc., c'est très fréquent. Les femmes, c'est un peu moins fréquent. Et je pense que ça, c'est une action qu'on peut mener, je pense. Bon, on va y revenir parce qu'on a 2 femmes qui ont réussi et puis qui ne roulent pas leur caisse. Hein. Ah non. Allez, Philippe, pour toi, pourquoi c'est un problème? Alors j'ai compris que c'était une phrase, mais à entendre mes collègues, c'est pas tout à fait une phrase. Heureusement que j'avais pas préparé de phrase. Donc, comme toute phrase, il y a les points-virgules, donc qui permettent effectivement de faire des phrases à rallonge. Donc, bon, la mixité, c'est la vie. Il faut arrêter de faire une colonne les femmes, les hommes, etc. Et du marketing à tout crin, etc. Je crois qu'on le sait bien, dans les entreprises, et on le voit tous les jours, vous mettez un codir, un comex que de gars, vous mettez des femmes, il se passe des choses. C'est plus tout à fait pareil en termes de compréhension, d'écoute, les attitudes changent. Je veux dire, dans la vie tous les jours d'une entreprise, quelle que soit la taille d'une entreprise, l'apport est très fort. Donc ça, c'est important. Donc la mixité, c'est la vie. Point virgule. Mesurons. Pourquoi? Parce que si on ne mesure pas, on ne voit rien. Et c'est important, c'est une vague qui commence à monter en puissance. Donc on a parlé de la charte Sista sur le numérique, mais pas que, puisque dans l'industrie de l'investissement, je citerai la charte France Invest, qui est la maison mère, grosso modo, des fonds et des sociétés de gestion de l'industrie du capital investissement. Parce que l'industrie de la banque et de la finance ne mesurait pas, n'avait pas de SI, comme on dit trivialement, qui permettait de savoir qu'une femme était porteuse de projet. Je crois qu'il faut balayer devant sa porte aussi. Je veux dire, si on a pris du retard, c'est pas pour autant qu'il faut tirer le boulet encore des années. Ça veut dire qu'il faut se mettre au boulot, c'est ce qu'on essaye de faire.
Chacun, alors moi c'est les discussions que j'ai c'est les discussions que j'ai avec les équipes, c'est de dire faisons peu mais faisons bien, voilà, avançons. Voilà. Donc mesurons. Point virgule, accompagnons, c'est dans l'accompagnement qu'on va gagner la guerre. Pour nous, l'accompagnement, mais j'y reviendrai, c'est central. Hein, je pense que tu as d'autres questions, j'y reviendrai. Et puis je rejoins tout à fait ce que dit monsieur, le rôle modèle. Choisissons les exemples, mais je dirais choisissons les bons exemples. Si vous prenez un aéropage de femmes entrepreneurs et que vous mettez, avec tout le respect que je leur porte, Madame Guémard, etc., sur des start-upeuses et des TPE, elles vont se dire la marche est trop haute, c'est pas possible. Isabelle Cocher, c'est pareil. Il peut y avoir des différenciations. Il faut que des femmes entrepreneurs ressortent d'une réunion, c'est ce que l'on fait d'ailleurs avec Midi Entrepreneur. Et Myriam, merci, parce que toi, tu as connu à la fois gérer les grandes entreprises et le start-up. C'est que les personnes qui sont dans une salle ressortent en disant « mais je peux faire pareil, je peux faire pareil ». Et ça, c'est gagné. Dès lors qu'on a ce type de réflexe, c'est gagné. Voilà, j'ai terminé ma phrase. Bon, alors justement, Myriam, alors toi, quel est le problème? C'est les stéréotypes, des préjugés? Écoutez, on va parler de solutions après, mais là, le problème, c'est quoi? À une phrase, c'est trop long, donc je vais juste vous parler de leadership. Je pense qu'on est face à cette invitation de Shakespeare qui nous disait que nous sommes faits de l'étoffe dont sont faits nos rêves, et je pense qu'on a besoin de reconnecter avec le cœur et l'envie vraiment de contribuer, de croître, de contribuer. Et peut-être une magnifique phrase de Marianne Williamson, dont on dit que Mandela l'a citée lorsqu'il est sorti de prison, qui est en français, dans une mauvaise traduction, « Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur, notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. Et c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons aux autres le pouvoir d'en faire autant. Et si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. » Et c'est le vœu que je fais pour vous, parce que je crois qu'on est dans une époque où la peur, on connaît la peur, même quand on réussit, on connaît la peur, je tiens à vous le dire. Et en fait, tout le challenge, c'est d'aller au-delà de cette peur, parce que là, il y a un endroit à explorer où beaucoup de choses deviennent possibles. Voilà. Et je pense que plus on ira explorer cet endroit, et plus on sera nombreuses à le faire, et mieux la Terre et la planète et la société iront bien. Dorothée, je crois que tu partages complètement. Complètement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a presque plus d'obstacles à l'entrepreneuriat au féminin, enfin je veux dire financier, juridique ou même des études. Je pense que c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire que tant que la légitimité d'une femme chef d'entreprise n'est pas intériorisée, que ce soit par les hommes ou par les femmes, parce qu'elles sont souvent aussi leur première ennemie, il y aura toujours du retard. Moi, je vais aussi donner une anecdote, c'est que quand j'ai pris la direction commerciale de l'entreprise, on m'a dit... Ah ben tu vois, je suis content pour toi, mais j'aurais vu un homme de la cinquantaine. J'aurais plutôt vu un homme de la cinquantaine. Et c'est une femme qui me l'a dit. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi que ça devienne une normalité. Et pour ça, c'est une question de culture. Dès le plus jeune âge. J'ai 2 garçons. Eh ben, dis donc, on fait de la sociologie, de la philosophie lors de cet atelier. Alors, pour conclure, justement, pour chacun, et là, vous allez pouvoir vous exprimer un peu plus longuement, parce qu'on est sur les solutions, et je sais que Catherine est très désireuse de vous entendre sur toutes les solutions, justement, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs à succès, entrepreneurs dans des entreprises de croissance, et puis en fait, qu'on arrête de parler d'entrepreneuriat au féminin, et puis d'avoir des tables rondes spécifiques sur le sujet. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jérôme, toi qui accompagnes les entreprises, tu as plein de secrets à nous livrer. Oui, non, mais il y a plusieurs choses qui ont été dites. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de freins, mais qui sont un peu en train d'être levés, qui sont culturels, on a parlé de gouvernance, on a parlé de réseau, etc. Donc, je pense que ce qui vient d'être dit est vrai. La plupart des freins aujourd'hui à l'entrepreneuriat féminin sont levés ou sont en train d'être levés à très, très grande vitesse. Faut continuer de le faire, il faut signer des chartes, il faut s'engager, il faut en parler, il faut évangéliser autour de l'entrepreneuriat féminin pour faire naître un maximum de vocations. Mais donc il y a les freins qui empêchent réellement, je pense, l'entrepreneuriat féminin de se développer, qui sont en train d'être levés. Et après, c'est, je pense, plus un travail d'accompagnement, d'évangélisation. On a parlé d'éducation, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans les écoles.
que ce soit dans les petites classes et aussi dans les écoles de commerce ou etc., pour pousser à l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est effectivement socialement mal valorisé, l'entrepreneuriat féminin, et je pense que des choses qui sont en train de changer. Moi, j'ai des femmes entrepreneurs qui vont maintenant dans les écoles expliquer qu'elles sont entrepreneurs, qu'elles ont monté une société, qu'elles dirigent des gens, qu'elles emploient des personnes, etc. Et pour mettre un petit peu cette petite graine très tôt dans la tête des jeunes filles, qu'elles peuvent être aussi entrepreneuses autant que les garçons. Donc je pense qu'il y a ce travail-là à faire. Un sujet que je ne connais pas particulièrement, donc je ne suis pas au contact de ça, mais je pense que c'est un vrai travail à faire. Et puis nous, à notre niveau, dans les écosystèmes, que ce soit au niveau des fonds, au niveau des accélérateurs, au niveau des institutions publiques, etc., on a effectivement le sujet de mesurer, parce que c'est important, parce que ça permet de voir si ça évolue, et puis de pousser à ce que ce soit plus le cas, quitte à faire un peu de discrimination positive dans le financement, dans l'accompagnement, et voilà. Mais moi, je suis assez, entre guillemets, optimiste de ce que j'en vois, en tout cas. Et je pense qu'on va dans le bon sens et à assez grande vitesse. Alors, on va continuer sur, j'espère, une note positive. Myriam, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait encore... Je pense que dans notre pays, on a besoin de cultiver la psychologie positive. Vraiment. C'est-à-dire, la psychologie positive, c'est théorisé, hein, donc on peut lire là-dessus. Mais c'est l'art de voir le verre à moitié plein, et pas que. C'est l'art de se dire on peut faire plus en un an que ce qu'on peut faire en un jour. Il y a un chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, toute cette partie intangible, je pense qu'on est très analphabète émotionnel, et donc on a besoin de reconnaître un petit peu où nous sommes. Et donc de se développer. On parle beaucoup de se former, certainement pas suffisamment de se développer, parce que malheureusement, en matière de développement, dans l'apprentissage, on apprend, on sait. En matière de développement, je suis sûre que parmi vous, vous êtes mis en colère 50 fois, vous avez regretté ça, vous avez recommencé. Dans le développement, c'est aussi accéder à un état de ressources, un état émotionnel ressources, où on a envie, on peut faire les choses. Et je crois que pour les femmes, en tout cas c'est mon cas, on a besoin d'avoir un projet qui nous porte. Pour moi, le projet doit aller au-delà de l'argent. J'ai créé une boîte en me disant, évidemment, ça doit gagner de l'argent, parce que sinon on ne fait pas une entreprise, on fait autre chose. Mais c'est une condition nécessaire, pas suffisante. Et je crois que le souffle d'aller loin, c'est parce que dans l'entreprise, on peut faire vivre des convictions, que ce soit d'ailleurs évidemment d'avoir des équipes mixtes, chez nous on est 50-50, de faire travailler des jeunes, 32 ans de moyenne d'âge, ou de porter des causes, parce que l'entreprise est puissante, c'est un levier de transformation de la société en France, ailleurs, à un moment où notre planète a vraiment besoin de tout ça. Et donc, moi, mon conseil, c'est cet enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi, l'enthousiasme au sens littéral, et cultiver sa passion, oser, avoir le courage. Et ça, on ne parle pas de tout ça sans parler de psychologie positive et sans avoir ce fameux sens dont on parle tant. Ça commence par des convictions, parce que sans conviction, il n'y a pas d'engagement. Et s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de leadership. S'il n'y a pas de leadership, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc voilà ce que je pourrais vous dire de ma propre expérience. Alors Dorothée, quand on parle de conviction, je pense que ça te parle, parce que toi, il y a des mots-clés, il y a notamment l'inclusion, oui. Des tas de choses. Alors justement, pour toi, quelles sont les solutions ? Pour moi, le sujet de l'entrepreneuriat au féminin, il faut aussi le mettre dans un sujet encore plus global, c'est l'inclusion, quoi. C'est mon entreprise, par exemple, aménage le domicile des personnes âgées, donc on leur permet de rester plus longtemps chez elles et d'éviter le passage en maison de retraite. Donc quelque part, on les inclut dans la société, etc. Et cette valeur-là d'inclusion, c'est quelque chose que j'essaie de faire vivre dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va juger les personnes sur ce qu'elles font et pas sur ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ce soit un homme, une femme, diplômé ou non, quelle que soit l'origine, la religion, peu importe, tout le monde a sa chance. Et c'est ce qu'on aime appeler l'égalité des opportunités. Donc à partir de là, les femmes y trouvent leur place, elles se disent tiens, pourquoi pas moi, je vais oser, donc je vais tenter le coup, il y a un poste qui se libère, j'y vais. Et donc elles progressent dans l'entreprise, parce que je n'ai pas créé d'entreprise, mais toutes les personnes avec qui j'échange, souvent elles ont été salariées dans une société, elles ont évolué avant de se lancer et de créer leur propre entreprise. Donc je pense que c'est aussi la responsabilité des sociétés que de permettre aux femmes de
prendre des sujets en main, d'évoluer, de gagner en confiance, en compétences également. Et après, je suppose qu'elles ont envie de voler de leurs propres ailes et de créer leur entreprise. Donc c'est vraiment ce sujet de l'inclusion est très important pour moi. Et il fonctionne dans la société, puisqu'aujourd'hui, pour le coup, on n'est pas à parité, puisqu'il y a dans mon comité de direction 5 femmes et 3 hommes. Ils ne sont que 3. Et j'ai 70% d'évolution interne, quand même, avec des personnes qui n'ont pas ou peu de diplôme, donc c'est important aussi. Donc voilà, tout le monde a sa chance, et les femmes aussi. Et puis du coup, je co-dirige. Et de voler de leur propre aile, tu disais qu'il y avait un exemple d'une personne qui était partie. Effectivement, alors ça c'est bon, on est content quand on arrive à apporter quelque chose aux gens, et puis si on peut être un modèle. Tant mieux, c'est pas forcément ce que j'essaye d'être au départ, mais on a une collaboratrice effectivement qui est restée 8 années avec nous et qui a voulu se lancer, qui a créé son entreprise, et quand elle est venue me saluer, elle m'a dit écoute, en fait tu m'as inspirée, je me suis dit que tu as évolué, tu as pris des sujets que tu connaissais pas, tu as pris de plus en plus de responsabilités, et je me dis du coup moi, ça faisait longtemps que j'avais ce projet, j'avais envie de le faire, et puis du coup elle s'est lancée, elle m'a dit que j'étais son modèle. Alors j'étais assez touchée. Donc, humblement. La valeur d'exemple, c'est voilà. Un autre thème. Et enfin, Philippe. Alors, en 3 minutes, je vais faire un constat. T'as une minute pour qu'on laisse alors, quelques je vais faire questions. Un constat. Voilà, on te met en dernier. Tu l'as fait exprès. Alors, bien sûr que je suis d'accord avec tout. Bon, déjà, ça commence par un idéal. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie, si on n'a pas envie, on ne bougera pas. Donc, c'est l'engagement, c'est la vision, c'est envie de bouger. Ensuite, c'est travailler sur 5 minutes, dit la dame. Ensuite, c'est travailler sur toute la chaîne. C'est en tout cas, nous, ce que l'on voit. Ce n'est pas au moment où une femme devient entrepreneur que ça veut dire qu'il faut travailler. Nous, c'est ce que l'on fait avec l'appui d'un certain nombre d'associations, 100 000 entrepreneurs, etc. C'est-à-dire que c'est dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, tout est permis. Donc ça, il faut l'avoir en tête, effectivement, pour engager. Ce n'est pas à 25-30 ans, on va se dire, tiens, j'ai une révélation, c'est permis. Oui, tant mieux si c'est le cas. Mais ça veut dire que si c'est fait dès le plus jeune âge, c'est formidable. Des outils, il faut s'appuyer sur toute la gamme des outils disponibles. Alors, moi, je vais vous donner, je vais faire un peu de pub, je vous l'ai dit. On a récupéré au 1er janvier 2019 l'ensemble des missions de l'agence France Entrepreneur et de la Caisse des dépôts. Sous la bannière BPI France Création, on a aidé 60 000 femmes en 2019. Création d'entreprise. Voilà. Donc, utilisez tout ce qui est à portée de tir, si je puis me permettre. Voilà. N'ayez pas peur, allez-y. Donc, je rejoins le discours de Myriam, c'est le discours un peu papal, n'ayez pas peur. Il faut engager. Engager, c'est pas d'y aller mollement. Si vous y allez mollement, c'est cuit. Donc, il faut y aller. Il faut être un guerrier. Soyez des guerrières. Voilà. Moi, c'est un message que j'ai vis-à-vis de vous. Allez-y. Il faut avancer, que ce soit auprès des financiers, etc. Et nous, on se charge derrière de faire le job, de l'outillage, d'améliorer les techniques de négo. On a vu que, effectivement, parfois, ça pêche un peu quand vous êtes devant un financier ou un banquier. Je demande un peu moins parce que peut-être qu'il ne va pas vouloir si je demande plus, etc. Ça, c'est notre job de vous aider. Mais l'état d'esprit, le mental, la manière dont vous allez vous positionner devant des financiers, etc., c'est juste essentiel. Donc, voilà, il faut que vous soyez des guerrières. Donc, utilisez tout l'arsenal qui est à votre dispositif. Il y a des études, je vous l'ai dit. Bon, je vous invite. Philippe, on va se dire, voilà, on va terminer. Je vous invite à Midi Entrepreneur. Vous êtes des guerrières, et d'ailleurs, posez des questions pour l'être encore. Et si tu me permets juste, venez à Midi Entrepreneur. Myriam nous a fait l'honneur, encore une fois, de venir. Ça s'appelle, n'est-ce pas, je parle sous ton contrôle, c'est sans filtre. Ça veut dire qu'une dirigeante va parler de son background, de ce qu'elle a fait, de ses peurs, de ses échecs, de ses succès. On est dans la vraie vie. Donc, je vous invite, inscrivez-vous, venez nombreuses et ça se passera bien. Voilà. Voilà, écoutez, on peut remercier nos intervenants. Donc, vous avez compris, confiance, allez-y, il n'y a pas de sujet. Demandez, vous avez plein de personnes qui sont prêtes à vous accompagner, vous financer. Et puis, ça ne vient pas forcément des autres, ça vient aussi de vous, de nous. Alors voilà, on est tous et toutes ensemble, qu'on soit femmes et hommes, on contribue à cette création de valeur sans forcément faire d'axe genré, mais on est maintenant là pour répondre à vos questions, et ils et elles sont là pour répondre à vos questions. Vous avez 2 minutes. Alors, par contre, pour des raisons sanitaires, je ne vous passe pas le micro, vous parlez fort avec le micro et vous pouvez vous lever pour poser votre question. Quelles sont les questions ?
Une, vous pouvez, quand même, en 2 minutes, on peut en avoir une allée. Sinon, ou une volontaire. Juste en attendant, je me permets juste un petit point, parce qu'on n'a pas parlé de ça du tout. On est quand même au salon Pro Durable. Et en fait, moi, j'ai un petit lien entre l'entrepreneuriat féminin et le monde du développement durable. C'est que nous, on a un accélérateur qui est dédié au monde du digital et un dédié au monde de l'impact. Donc c'est l'environnement et le social. Et c'est un domaine qui est très fortement... qui parle beaucoup, je pense, à l'entrepreneuriat féminin. Et on a plus de femmes entrepreneurs dans les sujets d'impact que dans le digital. Et c'est un domaine qui se développe à toute vitesse, comme vous pouvez le voir, je pense, aujourd'hui et hier. Et je pense que ça va aussi dans le sens de l'entrepreneuriat féminin. Eh bien, merci pour cette précision. Y aurait-il... Quelle serait la première question ou la question ? Allez, oui. Moi, j'ai une question sur aujourd'hui, quelle est la proportion de femmes en dessous de 35 et en dessous de 35 enfin, aujourd'hui, est-ce que, quand vous disiez qu'il y avait plus de femmes qui sont entrées dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'elles sont plutôt jeunes ou... C'est sur l'âge, c'est par rapport à l'âge. Est-ce que la création d'entreprises est faite plutôt par des femmes plus jeunes juste en 2 mots, le constat chez nous, c'est quand même essentiellement des entrepreneurs de moins de 35 ans qu'on accompagne. Après, il n'y a pas de règle. On a aussi des entrepreneurs qui sont plus âgés. Mais aujourd'hui, on a essentiellement des entrepreneurs de moins de 35, moins de 40. Alors non, moi je pense que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience forte. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais il faut surtout de la passion, il faut de l'envie, il faut un sujet qui vous donne envie et il faut surtout se lancer. Moi là, en termes de rôle modèle, je peux vous donner des dizaines de femmes entrepreneurs qui sont lancées avec beaucoup de succès et qui sont lancées en sortant de l'école. Je n'attendrai pas d'avoir une expérience très très forte dans un domaine pour lancer une entreprise. Après, vous avez des constats, c'est-à-dire soit c'est un choix, soit les personnes sont en transition et décident à ce moment-là de se lancer avec l'expérience. Il y a aussi de nombreuses femmes qui sont, de ma génération, c'est-à-dire des quinquas, qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur cette deuxième partie de vie professionnelle. Donc en fait, il y a un petit peu de tout. Après, ça dépend des secteurs d'activité, comme le précise. Peut-être que tu as des chiffres complémentaires. Je voulais simplement peut-être préciser, tout dépend de ce qu'on entend par création d'entreprise. Si vous êtes dans une logique de créer une entreprise pour être indépendante et une économie de subsistance, vous voyez ce que je veux dire, c'est différent que d'être dans une entreprise de croissance. Quand on est dans une entreprise de croissance, nous, ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, les femmes reprennent, ou dans le cas de succession familiale, etc., sont plutôt des femmes un peu plus âgées. En revanche, pour les créations from scratch, comme l'on dit, là, ce sont plutôt les plus jeunes, en fait, qui osent. Voilà. Mais c'est à l'âge, et encore une fois... Je suis contre-exemple, donc peu importe. Je crois qu'à un moment, on a envie ou pas. C'est l'âge dans la tête. Voilà, c'est l'âge biologique et l'âge dans sa tête. C'est ça. Alors, une question. Parlez fort parce que vous êtes au fond. Liberté, égalité. Plutôt que fraternité. Sororité, oui, c'est ça. Pourquoi pas. Et si on disait mixité, ça serait pas mal, non? Mixité, c'est ça. Alors on est d'accord. Ouais, je crois qu'il y a... Moi personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas attachée à la bataille des mots. Je vais peut-être vous décevoir, parce que je pense qu'il y a tellement de choses beaucoup plus importantes à faire. Et c'est dans l'action, finalement, qu'on s'exprime, et c'est dans l'action on acquiert la possibilité de s'exprimer. Après, c'est du débat, et je trouve qu'on est dans un pays où parfois il y a beaucoup de débats. Donc, à un moment, action. Eh bien, action, merci. Merci à toutes et à tous, en espérant que cet atelier a répondu à vos attentes. Merci beaucoup.